Cet été, l'équipe du podcast Sagesse Morito s'est retrouvée en présentiel après tous ces mois à devoir tout faire en digital et c'était plutôt appréciable. Alors on s'est retrouvés pour faire le point sur les épisodes passés, sur les épisodes à venir et on vous a concocté la saison numéro 4 que vous êtes en train d'écouter actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où on s'est retrouvés, c'était vraiment un lieu insolite. On était au domaine des Courmettes, qui est un lieu perché en haut d'une montagne sur les hauteurs de Nice et de Cannes. Ça sent bon les oliviers, les herbes de Provence, et parfois on entendait aussi les troupeaux de chèvres passer. En fait, le domaine des Courmettes, il a une histoire assez particulière de écolieux alternatifs, personnes qui viennent, des permanents, des bénévoles occasionnels, autour de l'amour de la nature et autour d'une foi qui les unit. On a décidé pour vous d'interroger un permanent, David, et une bénévole saisonnière, Judith. On vous laisse découvrir. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Dans mes péripéties en France, j'ai trouvé un coin de paradis perché sur une haute montagne avec une vue imprenable sur la Côte d'Azur. Un reste d'Éden à quelque part, préservé de manière extraordinaire. Puis j'ai avec moi aujourd'hui deux invités extraordinaires qui servent ce lieu et qui préservent ce lieu, Judith et David. Donc, Judith est bénévole ici à ce qu'on appelle le domaine des Courmettes et David qui est directeur du domaine des Courmettes. David et Judith, si vous pouvez nous parler de ce lieu, c'est quoi exactement le domaine des Courmettes? Comment vous le décririez à nos auditeurs? Puis, pourquoi est-ce qu'un lieu comme ici existe? Alors, le domaine des Courmettes, c'est d'abord une propriété privée de 600 hectares qui est composée d'habitats vraiment remarquables et qui accueille une faune et une flore incroyables. Et c'est depuis 100 ans la propriété d'une association protestante qui en a confié la gestion à Arocha France. On parlera peut-être plus d'Arocha plus tard. Et on a cette mission de préserver la biodiversité de ce domaine. Ensuite, on a vraiment une dimension d'accueil, aussi bien du public qui est invité à découvrir la beauté de tout ce qu'on trouve aux Courmettes. Et on accueille aussi des groupes, des bénévoles, des stagiaires, avec aussi une dimension de vie ensemble, on pourrait dire en communauté, pour apprendre à vivre ensemble sur ce lieu et partager un peu de notre temps de vie ensemble. Donc, une communauté religieuse ou en tout cas associée à l'Église protestante sur un domaine de combien, vous avez dit combien d'hectares? 600. 600 hectares, ça sonne un peu comme une secte, ça, non? Il y a des mauvaises histoires qui commencent comme ça, non? Qu'est-ce qui vous a amené ici au domaine des Courmettes? Judith, toi, t'es bénévole ici, t'es résidente. Est-ce que... Est-ce que les gens auraient raison de craindre qu'il y ait une communauté religieuse cachée sur une haute montagne derrière leur village ou non? Oui, moi je suis là de manière ponctuelle, parce que là j'étais là que pour 4 semaines. J'étais déjà venue l'année dernière et ça m'a vraiment donné envie de revenir, vraiment pour me mettre au service du travail qui est fait ici, sur la protection de l'environnement. Et il n'y a pas de secte très mystérieuse qui habite ici. C'est que des personnes qui travaillent ensemble, des personnes qui sont chrétiennes et qui travaillent ensemble pour la protection de la création. Comment vous décririez cette organisation-là à Rocha? Alors c'est vrai que le mot communauté en français il est un peu chargé, mais Arocha a été fondé d'abord par un pasteur anglican, donc on utilise plutôt le concept comme on pourrait parler de community en anglais, qui est plus ouvert. Et c'est une des marques ici, c'est qu'il y a vraiment une identité chrétienne du lieu, une identité chrétienne de l'équipe qui travaille et qui habite sur place, mais on a vraiment une ouverture à tous, sans distinction confessionnelle. Et ça, c'est vrai depuis 100 ans, depuis que le pasteur Roussel a acheté les Courmettes en 1918. Et donc, les Courmettes, c'est un énorme domaine, mais vous habitez tous à peu près dans le même bâtiment ou dans la même
dans le même groupe de bâtiments. Comment ça se vit, ça? Est-ce que c'est difficile vivre en communauté? C'est vrai que la vie ensemble, simplement en étant proche et en faisant ce choix de vivre avec d'autres, c'est pas toujours facile, mais est-ce que parce que c'est difficile, ça ne vaut pas la peine de le faire? Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps où il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de gens qui rêvent de relations profondes, authentiques, réelles, quoi. Et on se cache derrière nos smartphones et nos ordinateurs pour échanger. Et on a vraiment à cœur ici d'être un endroit où les gens peuvent vivre des relations incarnées, incarnées au sens à la fois d'être physiquement présent aux autres êtres humains, mais aussi d'être présent au lieu, à la nature. Comment est-ce qu'on atterrit ici, Judith? Alors, moi, je suis là que de manière ponctuelle, donc que pour les 4 semaines, là, pour cette année. Donc, tu as toujours une maison quelque part, un appartement et tout, là. T'as pas... Alors, j'ai déménagé, moi, de mon habitation principale il y a à peu près 1 an et demi. Et depuis, je suis plus ou moins nomade. Et donc, j'ai visité comme ça plusieurs lieux. Et le domaine des Courmettes, c'était vraiment un lieu sur lequel je voulais vraiment venir. C'était pour sa dimension chrétienne et écologique. Non, attends, juste comprendre. Donc, tu n'as plus de résidence principale. Tu es ici pour quoi, 4 semaines, 6 Oui. semaines? Et depuis 1 an et demi, tu vis à différents endroits? Comme il y a d'autres endroits comme les Courmettes ici en France? Oui, il y a d'autres communautés, il y en a même énormément, mais qui sont pas forcément chrétiennes, où des gens cherchent à construire des lieux de vie un peu alternatifs par rapport à ce qui existe communément en France ou dans les pays occidentaux, quoi. Et est-ce que c'était difficile pour toi de passer d'une vie de sédentaire à semi-nomade, de laisser ta maison derrière puis de vivre comme ça un peu? Oui, alors je me suis sentie vraiment poussée à le faire, hein, OK. comme une naissance en fait. Et donc depuis, c'est vrai que je chemine comme ça doucement, de communauté en communauté. J'ai quand même un petit pied-à-terre là où j'ai plus ou moins mes affaires, toujours un peu dans des cartons. Je comptais mettre qu'une année pour faire un peu le tour de la question, mais finalement ça se prolonge un petit peu à cause des confinements successifs. OK. Donc pour toi, tu te sentais poussé à le faire, c'est un projet d'1 an à peu près qui s'étire. C'est ça. Puis est-ce que tu es attiré à retourner à ton ancien mode de vie ou est-ce que ça sera plus jamais pareil? Non, je suis plus du tout attirée par l'ancien mode de vie parce que justement c'est ce mode de vie-là en fait qui m'a plus ou moins poussée à vouloir absolument faire autre chose et vivre autrement. Puis quand tu parles du mode de vie, c'est pas seulement la question d'être à la même place tout le temps, c'est autre chose. C'est le fait d'être seule au milieu de la foule, parce que je vivais en Île-de-France, d'être dans du bruit permanent, d'être dans la circulation permanente aussi. Et c'est vrai que c'est épuisant à la longue d'être tout le temps pressé, enfin sous pression. Alors, je ne sais pas si c'est propre à l'Île-de-France ou si c'est comme ça partout. Mais... Bon, je pense qu'on parle du concept de dromocratie, c'est-à-dire la dictature de la course. Je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes peuvent ressentir, sûrement plusieurs de nos auditeurs. Toi, David, tu es ici depuis quelques années, donc c'est pas tant de passer... Est-ce que tu as connu d'autres communautés qu'ici? Non, c'est... Alors j'ai connu ma première expérience, c'était avec Arosha au Canada. OK. Et pendant 4 mois, j'ai passé un bel été. Il y avait aussi cette dimension communautaire, la partie conservation de la nature et puis la formation théologique. Et ça, c'était vraiment incroyable. Donc, théologie chrétienne. Et c'est ça qui m'a poussé à venir toquer à la porte d'Arosha France, voir s'il y avait quelque chose pour moi. Mais c'est vrai que j'ai pas d'autres expériences. Et souvent, on en parle avec Judith. J'aimerais bien aller voir certains des lieux qu'elle a visités parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à aller découvrir ailleurs. Et notamment, elle nous parle souvent de la communauté de l'Arche Saint-Antoine. Ça, c'est une des communautés que j'aimerais bien découvrir Pourquoi? également.
Parce que je pense qu'on peut vraiment s'enrichir de ce que d'autres font. Judith parlait de toutes ces initiatives qui existent. Même si on ne partage pas la foi nécessairement, il y a plein de choses chouettes à, à découvrir, des gens à rencontrer, des initiatives dont s'inspirer pour pouvoir voilà, peut-être les mettre en œuvre d'une autre manière ici au Courmet. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. C'est drôle parce qu'à quelque part, on pourrait penser que de vivre dans un endroit comme ici, reculer, c'est un mouvement de repli, mais quand je vous entends, c'est peut-être même plus un mouvement de rencontre que vous faites, non? C'est un désir de connaître d'autres personnes. Oui, c'est vraiment un mouvement d'ouverture. Toutes les Ouais. communautés dans lesquelles j'ai séjourné sont vraiment prêtes à partager toutes leurs expériences. J'aimerais revenir sur le lieu ici. Qu'est-ce qui rend, au niveau de l'écologie, les Courmettes exceptionnels? C'est quoi qui caractérise cet endroit? Pour moi, c'est d'abord le privilège d'être dans la nature, de ne pas avoir besoin de prendre la voiture pour aller faire une randonnée sur une montagne. Tu as dit que c'était perché sur une montagne. Mais il y a ici, en fait, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une mosaïque d'habitats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes zones qui est du même habitat, mais il y a une variété d'habitats, et par habitat, j'entends les prairies, la forêt, les falaises. Il y a différents types de zones humides sur le domaine aussi. Et cette diversité, elle est liée à la présence de l'homme. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que... Comment la diversité est liée à la présence de l'homme? Eh bien parce que, par exemple, les milieux ouverts, les prairies sont liées à une activité agricole traditionnelle depuis des années et des années. Et c'est ça qui fait aussi la richesse, puisqu'on trouve sur le domaine aussi bien des espèces de faune et de flore qui sont liées aux forêts, aux milieux qu'on appelle fermés, et une richesse incroyable de faune et de flore qui sont liées à des milieux ouverts, où il y a peu d'arbres, quelques arbustes, mais sinon c'est ouvert, des pierres. Et pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir la chance de pouvoir observer les rythmes de la nature aussi, la migration des oiseaux, le retour des papillons successivement suivant leurs espèces, les orchidées, on a une belle diversité d'orchidées, et de pouvoir faire attention à ces créatures qui nous entourent, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie, et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi dans ma relation avec Dieu, de savoir qui je suis en tant qu'être humain, que je suis dans un monde physique, réel, concret, avec lequel je veux aussi interagir. David parlait de préserver le lieu, à quelque part servir la nature qui est ici. Toi, Judith, dans ton rôle de bénévole, comment est-ce que tu vois ton rôle de bénévole ici? De faire en sorte que le lieu fonctionne bien pour que ceux qui sont résidents permanents puissent y être permanents. Voilà, qu'ils puissent y vivre et y travailler. Puis toi, qu'est-ce que ça change dans ta vie d'être en contact avec la nature ici? Le contact avec la nature, c'est quelque chose d'absolument vital. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Enfin, quand on est dans une grande ville, c'est quelque chose qui manque énormément. C'est vraiment ressourçant de ce contact à la nature. Et ici, c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment exceptionnel. On entend beaucoup parler de la crise écologique. On dirait qu'on vit dans un monde qui est, en tout cas quand on écoute les médias, la radio, un monde qui est comme en train de s'effondrer. Puis peut-être quand on reste dans un endroit comme ici, on a l'impression qu'on est comme dans une forteresse naturelle, mais comment est-ce que vous vivez dans un contexte de préservation de la nature alors qu'on a l'impression qu'on est en train de jeter la planète aux poubelles? Je suis pas sûr que je sois d'accord avec l'idée qu'aujourd'hui on ait tendance à jeter la planète à la poubelle. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont peu sensibilisés, mais comme tu disais, on en entend beaucoup parler dans les médias. Je pense que les gens sont plutôt démunis en fait face à ces crises écologiques. Alors quand on parle de crise écologique, il y a à la fois la crise de la biodiversité et la crise du climat, qui sont maintenant de plus en plus reconnues comme faisant partie d'une même grande crise. Et c'est vrai que c'est des crises qui nous dépassent, qui sont à une échelle... quand tu parlais de notre engagement, même nous, on se sent assez impuissant face à ça. Et ce qu'on fait au Courmet, pour moi, c'est plutôt peut-être le signe de quelque chose à venir qu'on ne maîtrise pas. Alors, ça a un lien avec ma foi chrétienne, mais
Mais c'est vrai que d'un point de vue humain, je serais tenté de dire qu'on est un peu prisonnier d'un système qui demande toujours plus de consommation, toujours plus d'investissement économique. Et ben, en sortir, ça va être très compliqué, voire impossible, par nos propres forces. On dirait qu'il y a un thème qui revient, c'est cette sortie du système, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. On est comme prisonnier d'un système qui nous autodétruit. Puis je vous entends beaucoup parler de votre foi. Est-ce que votre foi a un rôle à jouer là-dedans? Oui, parce que la sortie du système, effectivement, c'est... moi, je travaillais dans le commerce et on avait le débrief tous les matins où il fallait faire systématiquement 10% de plus que l'année précédente pour avoir les primes, etc. Et on avait toujours cette escalade du plus, consommer plus, travailler plus pour gagner plus. Mais finalement, moi, j'ai pris un petit peu le chemin inverse et en me posant la question, pourquoi je travaille, pourquoi je gagne de l'argent et quelque part, est-ce qu'en réduisant ma consommation, je pourrais pas aussi réduire mon besoin de travailler, mon besoin de gagner de l'argent pour acheter des choses que finalement j'ai pas vraiment besoin. T'as renversé le système de primes de ton magasin. Si je dépense 10% de moins cette année, je peux travailler 10% de moins. Exactement. Et c'est toi qui gagnes. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que Coluche avait dit quelque chose, alors je ne sais pas si ça vient de lui ou pas, mais écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous répondra comment vous en passez. Et moi, je trouve que c'est la chose la plus intelligente qu'il ait dit. Donc aujourd'hui, j'ai quitté ma maison, donc j'ai plus de chauffage à payer, j'ai plus d'impôts fonciers, j'ai plus les assurances associées. J'ai réduit vraiment mes besoins au strict minimum. Mais ça doit faire peur, ça. C'est comme un pas de foi, non? Oui, là, c'est clair que c'est un grand pas de foi parce que j'ai sauté dans le vide sans savoir où j'allais atterrir. D'ailleurs, pour le moment, j'ai pas tout à fait encore atterri. Donc, c'est pas mal aussi d'être en lévitation. Et oui, chaque pas est un pas de foi quand on vit dans ces conditions-là, ouais. Ça te tente pas de retourner en arrière, des fois? Alors, retourner en arrière, non. Ça, certes, c'est sûr que non. Par contre, il y a forcément un moment ou un autre où je vais me reposer quelque part. Pour le moment, je sais pas encore où et je sais pas encore quand. mais pas pour réacheter des choses, une voiture Non, pas pour retomber dans le système de consommation, mais plutôt... Enfin, moi, j'aurais quand même ce rêve de me poser quelque part et de vivre plus en communauté, vraiment pour mutualiser des choses, pas être propriétaire moi seule, quoi. Mutualiser des choses, c'est-à-dire, c'est pas chaque membre de la communauté qui a besoin d'une voiture, vous pouvez la partager à plusieurs. Tout à fait. D'ailleurs, ici, au domaine des Courmettes, les voitures sont partagées. Dans beaucoup de communautés que j'ai visitées, ils partagent les voitures, ils partagent des espaces communs. Ils ont fait bien une distinction entre les parties privées et les parties communes, parce qu'on a aussi besoin d'un petit coin à soi par moment. David, est-ce que pour réduire notre consommation, la vie en communauté est un mal ou un bien nécessaire? Oh ben c'est un bien. C'est sûr que la vie en communauté, il y a de beaux idéaux et il y a certainement des choses à creuser. Après, pour faire partie d'une communauté, je peux dire que on compose aussi avec qui on est les uns et les autres. On n'est pas tous on n'est pas tous prêts à faire les mêmes sacrifices et c'est vrai que même collectivement, on sent qu'il y a aussi nos incohérences. C'est pas un chemin auquel on aboutit et après on peut être satisfait de l'endroit où on est. Il y a toujours de quoi réfléchir comment on peut réduire notre consommation, comment on peut vivre plus simplement, sans négliger pour autant d'autres aspects de la vie qui sont importants. Par exemple, faire la fête ensemble en communauté ou en équipe. Voilà, j'ai envie de dire que c'est quelque chose où on peut avoir beaucoup de romantisme sur ce qu'est la vie en communauté. Et de la même manière que les relations humaines sont difficiles, aussi les choix à faire ensemble, c'est pas toujours facile. Et il faut s'accorder les uns les autres et privilégier des fois les relations au détriment de réelles réductions de la consommation, par exemple.
Fait qu'il y a toujours une tension à ce niveau-là. Exactement. J'aime beaucoup ce mot, la tension. Puis comment est-ce que tu vis est-ce que tu vis une tension entre ta foi puis tes convictions écologiques ou est-ce que c'est en continuité l'un avec l'autre? Alors, c'est clairement en continuité l'un avec l'autre. Les tensions sont internes, j'ai envie de dire, mais elles Qu'est-ce que n'opposent... tu veux dire par les tensions sont internes? Alors, dans ce que je vis, moi, les tensions sont clairement pas entre la foi et l'écologie. Elles sont plutôt de l'ordre de, finalement, vivre sur Terre, c'est consommer. On dépend de produits pour vivre. Et en même temps, ma foi m'appelle à vivre d'une manière plus raisonnable. Et, et j'ai envie de dire, la foi m'aide à vivre dans cette tension et à être confortable avec cette tension. Tu veux dire que la foi t'aide à moins consommer? La foi m'aide à accepter que je vais pas réussir complètement, que je vais Ok. pas atteindre un mode de vie parfait. En tant que chrétien, je suis vraiment convaincu que c'est pas nos propres efforts en tant qu'être humain qui vont sauver la planète, mais c'est vraiment Dieu. Et la question, une fois une fois qu'on pense ça, c'est du coup, quelle est ma place? Est-ce que j'attends en me tournant les pouces que Dieu vienne sauver la planète? Mhm. Et non, pour moi, c'est vraiment, il y a cette notion de participation, que Dieu, finalement, oui, notre espoir en tant que chrétien réside dans ce que Dieu va accomplir, mais Dieu décide, en tout cas, c'est ce qu'on comprend d'après ce que nous dit la Bible, Dieu décide de nous associer à ce qu'il veut faire pour rendre ce monde meilleur, pour renouveler ce monde. Et c'est là que la tension, elle est, d'un côté, j'ai pas besoin de me culpabiliser quand j'y arrive pas, parce que je peux pas par mes propres forces, mais d'un autre côté, je peux être confiant que mes actions sont pas pour rien. Moi, parce que si, mettons, je crois que Dieu va renouveler la planète, j'ai pas besoin de réduire mon empreinte de carbone. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Justement, non. C'est De toute façon, cette planète va brûler, donc pourquoi faire des efforts? Là? Parce que certains diraient, Alors, affirmeraient ça. tout à fait, on rencontre régulièrement des chrétiens qui ont cette théologie. Pour moi, il y a un grand mystère. Et c'est vrai que, croyant que c'est Dieu qui va rendre toute chose belle à nouveau, qui va résoudre tout le mal de ce monde, qui va apporter la réponse aux crises qu'on vit, etc., il y a un mystère dans le sens, je ne sais pas comment Dieu, finalement, va faire les choses. Mais ce qui est très clair pour moi sur un plan biblique, c'est que Dieu nous appelle à contribuer, à participer. Est-ce qu'il y a vraiment une dimension écologique dans la foi chrétienne ou est-ce que c'est pas juste une nouvelle tentative pour l'Église d'être à la mode, à la saveur du jour? Puis là, maintenant, on parle d'écologie, donc on découvre une dimension écologiste à la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamentalement... Est-ce qu'il y a un souci réel dans la foi chrétienne par rapport à l'écologie? C'est vrai qu'historiquement, la foi chrétienne a été responsable en partie d'une inattention au reste du vivant. Mais ce qui est très clair selon la Bible, c'est que Dieu aime ce monde, et pas seulement les êtres humains. Il aime tout ce qu'il a créé, il aime la terre, il aime les habitats dont je parlais tout à l'heure, il aime chaque créature. Et déjà, simplement, si on veut obéir à un Dieu qui aime tout cela, simplement le détruire, ça va à l'encontre de qui Dieu est, et de ce qu'il aime et de ce qu'il a créé. C'est sûr que ce serait anachronique de dire que les auteurs de la Bible étaient préoccupés par des questions écologiques, puisque à leur époque, c'était complètement un autre rapport à la nature et à la terre. Mais les principes de gestion, d'une bonne gestion de la terre, qui étaient ceux du peuple d'Israël, et puis ensuite la façon dont le modèle qu'est Jésus-Christ pour nous, et la façon dont il est venu interagir dans le contexte où il était avec les autres, ça nous invite clairement à un mode de vie qui prend soin des autres. Et quand je parle des autres, c'est aussi bien des autres êtres humains que des autres créatures, puisque nous croyons
nous faisons partie des créatures de Dieu, prendre soin des autres créatures et d'être attentif, de faire ce qu'on peut et de chercher à vraiment en prendre soin. Toi, Judith, comment tu réponds à ça? Comment tu réponds personnellement à ce que David vient de dire? Ben, moi, je trouve aussi, oui, qu'il n'y a pas qu'on peut pas manifester de l'amour sans manifester du respect. OK. Et pour moi, le respect, c'est vraiment indissociable de l'amour. Et si on veut montrer l'amour qu'on a pour le Créateur, on ne peut pas le faire sans respecter la création. En plus, dans Genèse, on voit que Dieu a créé toute la terre, tout ce qui s'y trouve, et qu'il a éprouvé beaucoup de plaisir à le faire. Et le premier commandement qu'il a donné à l'homme, c'est de garder et cultiver le jardin. Donc nous, en fait, nous sommes des gestionnaires de cette planète. On est des jardiniers, exactement. Et un jardinier prend soin de son jardin. Il ne va pas brûler des pneus dans son jardin, quoi. Ça serait absurde. Donc voilà, à nous de respecter ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous confie, quoi. Et c'est une marque d'amour. Donc toi, quand tu prends soin du lieu ici, quand tu tu fais des gestes qui protègent la nature, c'est pas juste quelque chose d'écologique, c'est comme ça fait partie de ta foi, si je comprends bien? Ah, mais c'est complètement... Ça fait partie intégrante de ma vie chrétienne, en fait. Et c'est un échange, parce que moi, j'ai besoin de cette nature, et Dieu nous l'a donnée pour qu'on puisse en jouir pleinement. Mais si on veut en jouir pleinement, il faut qu'elle reste aussi belle que Dieu nous l'a donnée, quoi. Ce que j'aime de l'endroit ici, c'est que c'est un endroit de rencontre. Comme on a pu se rencontrer, puis je peux dire à nos auditeurs qu'on se sent tellement accueillis ici. On ne se sent pas jugé non plus. Moi, je veux dire, je suis pas profond dans ces questions écologiques-là. Mais c'est un lieu d'accueil, c'est une communauté d'accueil. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'ils sont bienvenus ici? Complètement. Et cette dimension d'accueil est fondamentale à la raison d'être du lieu. Et j'allais dire, le premier pas que les auditeurs peuvent faire, c'est de venir nous rencontrer ou rencontrer d'autres lieux. Alors pour ma part, je suis assez réaliste que c'est pas possible pour tous les êtres humains de vivre dans des lieux comme celui-là, et ça créerait d'autres questions. Par exemple, étant assez isolé, on dépend beaucoup de la voiture pour se déplacer. Il y a des gens qui ont une empreinte écologique bien moindre parce qu'ils habitent en ville. Donc voilà, c'est des questions qui sont complexes. Et finalement, ce que nous, on souhaite faire dans notre dimension d'accueil, c'est, outre partager notre foi chrétienne, c'est aussi inviter les gens à vraiment réfléchir à leur contexte. Et alors, pour ma part, je pense pas qu'on soit vraiment appelé à sortir du système, plutôt à réfléchir à comment on peut le transformer. Et ça passe par, ça passe d'abord par le fait que les uns et les autres qui ont cette envie d'agir à leur échelle, c'est de se poser les questions, qu'est-ce qui va dans mon contexte? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite qu'on peut appliquer partout, et ça demande vraiment d'apprendre à connaître le lieu où on vit, d'apprendre à connaître nos voisins, les gens autour de nous, et quelles initiatives à échelle locale et à échelle plus large on peut mettre en place ensemble. Et c'est vrai que nous, on est dans un contexte très rural, on a des chèvres et des moutons autour de nous, c'est très isolé aussi, mais on a tout à fait envie aussi d'être en dialogue avec des gens qui sont dans des contextes urbains, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans un cadre urbain pour le bien de la Terre. Donc, on est ici au Courmette, dans la région de Provençal-Côte d'Azur. Ceux qui sont dans le secteur, vous pourrez regarder dans les petites notes de l'épisode. On va vous donner toutes les informations pour venir faire... donc, c'est soit des séjours d'une journée, des randonnées. Est-ce que vous accueillez aussi des gens? Comment ça fonctionne si quelqu'un serait intéressé même à venir? Alors, on accueille des particuliers, principalement dans des gîtes qu'on met à disposition. Donc, c'est des séjours en gestion libre qui permettent de prendre des vacances, mais d'entrer aussi en discussion avec nous. Après, on organise des séjours de formation, en particulier pour étudier les liens justement entre foi chrétienne et écologie. On accueille des bénévoles
Et là, pas besoin d'être chrétien, bien sûr, pour nous rejoindre en tant que bénévole, ou alors des stagiaires qui font des études sur l'environnement. Voilà, il y a plusieurs possibilités de venir au Courmette. Donc, Judith, David, merci beaucoup pour votre accueil. J'espère que nos auditeurs vont avoir été édifiés par cette conversation-là. Pour moi, en tout cas, personnellement, ça m'encourage de voir que même devant des problèmes énormes comme celui de l'écologie, à travers une communauté, à travers des gestes concrets, on peut faire une différence. Donc, merci pour votre accueil. Merci pour ce que vous faites ici. Merci. Avec plaisir. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.